N'allez pas voir ce film parce qu'il a du succès. Pour moi, c'est pas de la crotte de bique, c'est ce que j'appelle de la blouse de mammouth. Vous êtes qui, bordel? Victor, nettoyeur. Lorsque nous voyons ce film, nous ne comprenons pas. Vous êtes toujours aussi puant. Nous, on est les gentils. Non, pas d'accord. Le problème, c'est que le scénario est détestable. Le cinéma américain était peut-être plus riche que maintenant. Come to the draw, my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch! C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce retour à l'écran format débat. C'est moi l'inspecteur Mick qui vous parle comme d'habitude et je suis entouré de mes deux coéquipiers, les good cop bad cop du cinéma. J'ai nommé Max. Ouais. Et Thibaut. Ouais, salut. Alors c'est la trêve estivale, on est à la cool et pour fêter dignement l'arrivée des vacances, on a choisi un débat autour d'un type de film qui mixe idéalement action, suspense, humour et punchline. Un type de film idéal pour passer l'été tranquillou bilou. C'est quoi cette vieille expression? C'est quoi cette vieille expression? Bah oui, je sais. Allez, c'est quoi cette expression de boomer? Eh ben, je suis un boomer et c'est comme ça. Je veux bien sûr parler du buddy movie, un genre qu'on a déjà évoqué pour le grand format numéro 2 sur Le Dernier Samaritain, réalisé par le regretté Tony Scott et écrit par l'irremplaçable Shane Black. Un épisode qui est d'ailleurs toujours en écoute sur nos différentes plateformes. Toujours. Mais on ne va pas évoquer n'importe quel buddy movie, on va évoquer le buddy movie des années 80, le véritable âge d'or du genre. Et on en profite aussi pour rendre justement hommage à Richard Donner, grand réalisateur hollywoodien qui a réalisé le sublime Superman, le flippant La Malédiction, mais aussi et surtout pour notre sujet l'intégralité de la saga L'Arme Fatale avec Mel Gibson et Danny Glover, une saga écrite par Shane Black justement. Rest in peace. Tout est lié. Et effectivement, ouais. Alors, Thibaut, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est le buddy movie? Oui. Tu peux le faire. Alors non, mais le body movie, on l'avait dit, le body movie, c'est deux gars qui se retrouvent ensemble de manière un peu fortuite, forcée, et qui au début ne s'aiment pas et vont finir par s'apprécier à la fin du film, en passant par différentes péripéties. Voilà, ça c'est le résumé rapide, et donc entre-temps, ils vont mener une enquête plus ou moins complexe, et avec des rebondissements plus ou moins comiques, quoi. C'est de la spécificité du buddy movie à tendance comédie policière, parce que le buddy movie, il a une histoire, enfin on en a déjà parlé dans l'épisode sur Le Dernier Samaritain, mais le buddy movie aussi, ça peut être deux personnages uniquement dans la comédie en fait. C'est pas une obligation qu'il y ait une enquête policière, c'est pas une obligation qu'il y ait tout ça, mais c'est vrai que nous on va se focaliser sur des couples de personnages antagonistes qui vont se rapprocher autour d'une enquête policière. Alors le buddy movie, c'est difficile de le placer historiquement. Moi, dans mes petites recherches, je suis tombé sur un film qui s'appelle Les Anges Gardiens en français. Alors, rien à voir avec Les Anges Gardiens... De Jean-Marie Poiret. Ouais, et tant mieux. Hein, tant mieux. Oui. Freebie and the Bean de Richard Rush. Je dois avouer que j'ai pas vu ce film-là, Freebie and the Bean. C'est un très bon film. C'est vrai? Ouais. Ça date de 1974 avec donc James Caan et Alan Arkin. Voilà. Alan Arkin, voilà. Ouais. Moi, je dirais même qu'il y a des séries aussi, et je pense que le body movie, comme on le voit, je pense qu'il y a quand même des séries qui ont été très importantes, notamment Starsky et Hutch, qui ont donné une direction à pas mal de films, je pense. Oui, ça a aidé, le succès de Starsky et Hutch a aidé à ce que le genre se développe. Après, Starsky et Hutch, c'est plutôt la fin des années 70, début des années 80, donc le genre existait déjà. Oui. Après, ça donnait un second souffle, et ça a amené toute cette vague des années 80, où il y a... Voilà. Le cœur du buddy movie, c'est les années 80, quoi. Il y a beaucoup de choses qui reviennent après, souvent dans les films des années 80. Je veux dire, le chef Black, C'est clair que ça a installé des codes qui ont été repris dans les années 80. Comme tu dis, le chef Black, l'indique, Black ou pas, mais l'indique dans de Flic à Chicago, c'est ce qu'on a, par exemple. On en parlera de ce film-là, mais il y a des codes qui ont été installés, t'as raison, à partir de Starsky Hutch. Mais c'est vrai que Starsky Hutch, c'est pas ce qui a créé le buddy movies, mais en tout cas, c'est ce qui a créé les codes de ce qu'on a connu et ce qui a été le grand succès du buddy movie dans les années 80, quoi. Ouais. Sinon, il y a aussi un autre film, les deux personnages principaux ne sont pas flics dans le film, mais c'est un film de Stanley Kramer qui s'appelle La Chaîne, avec Sidney Poitier et Tony Curtis, qui date de la fin des années 50. C'est
justement un homme blanc et un homme noir qui s'échappent ensemble et qui sont enchaînés par la même menotte en fait. Et il y a des petits ressorts aussi à l'intérieur qu'on pourrait aussi considérer comme déterminants dans ce type de film aussi, puisque c'est la même dynamique si vous voulez, avec des personnages vraiment antinomiques qui vont apprendre à s'aimer quoi. À être copains quoi. Voilà. Dans mes souvenirs, il y a un peu ça dans La chaleur de la nuit avec Rod Steiger et Sidney Poitier. En fait, le duo de flics ou le duo machin de personnages antagonistes, ça existe quand même depuis assez longtemps dans le cinéma américain en tout cas, mais même dans le cinéma français, il y en a eu pas mal. Oui. Le duo de flics ou le duo tout court est tellement large que ce soit dans la comédie, dans le polar pur, c'est quand même assez large et ça existe depuis quand même très très longtemps dans le cinéma. Ouais. De toute façon, ce dont on a envie de vous parler, c'est surtout en fait tous ces films policiers avec plus ou moins de l'action qui nous ont portés dans les années 80 et on va en citer et en parler de quantité astronomique, je pense, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais c'est tous ces films qu'on a vus soit en vidéo, soit au cinéma, et c'est tous ces films qui nous ont plu, qui nous ont fait vibrer et dans lequel on a fait des soirées vidéoclub, des soirées, voilà ces films-là, c'est ces films-là dont on a envie de vous parler. Cette soirée débat, c'est aussi pour nous le moyen de faire un débat plutôt léger, adapté aussi à l'été qui est entamé, et donc on veut se faire plaisir et essayer de vous faire plaisir en citant des films peut-être qu'on élaborera plus tard aussi sous forme d'express. On n'est pas à l'abri de faire ça, mais en tout cas voilà, d'avoir ouais, vous êtes pas à l'abri de ça. oui, c'est plutôt ouais. Je trouvais quand même que ce sujet-là était plus sympa que de faire un spécial virus par exemple. Oui, c'était la proposition de Thib au départ, il proposait un truc sur le virus. Non mais c'était aussi une façon de se remémorer des souvenirs communs. Bon, on en a quand même moins sur les films de virus, tant mieux d'ailleurs, mais c'est aussi l'occasion de se remémorer des souvenirs de visionnage commun, de souvenirs communs qu'on a autour de ces films-là, qu'on a découvert à peu près à la même période, il y a une trentaine d'années, hein, voilà, on va dire qu'on est vieux, mais voilà, c'est comme ça. 30, 40 même. Ouais, presque, ouais. Bah ouais, parce que 82, c'est... Ouais, qu'à début 80, on est sur les 40. Bon, allez, tais-toi. Jingle. Est-ce que t'es aussi doué que tu le prétends? On ne peut rien contre moi. En fait, dans notre arsenal, tu es notre arme fatale. Alors donc les gars, qu'est-ce qu'on peut choisir chacun d'entre nous comme buddy movie iconique? Je crois qu'un de ceux qui nous a le plus marqué, ça reste L'Arme Fatale. Ah ouais, hein, à fond. Je pense que unanimement... À fond. Historiquement, oui, pour plein de raisons en fait. Pour plein de raisons cinématographiques et pour des Pour Shane Black. Pour Shane Black et pour des raisons personnelles aussi. Thib, explique-nous comment tu l'as découvert. Ah bah, L'Arme Fatale, je suis allé le voir au cinéma avec des collègues... C'était pas vous, malheureusement, ce coup-ci. Faut dire qu'on ne se connaissait pas, encore. Tout à fait. C'est un film qui m'a marqué. C'est le genre de film où il y a des plans, de toute façon, qui restent. Genre, ce combat final sous la pluie. Voilà, des choses comme ça. C'est ce vieux flic avec ce flic complètement déjanté qu'on lui met dans les pattes. Ça établit des codes pour 2 décennies à venir. Ouais. Et toi, Max ? Bah moi je suis partagé entre... Parce que tu cites L'Arme Fatale, moi ça serait L'Arme Fatale 2, si je dois en citer un épisode. C'est pas que je le trouve meilleur que le premier, il est... C'est qu'il n'y a pas de seek and sit. C'est pas forcément pour pas de seek and sit, non, mais c'est parce que déjà il est plus léger je trouve que le premier, et que j'aime bien cette légèreté et cette complicité qu'il y a vraiment entre Danny Glover et Mel Gibson. Après c'est lié aussi à un souvenir personnel qui est lié à Mick, c'est un peu le premier film qu'on est allé voir ensemble au cinéma... C'est en cet été 89. Oh, c'est beau. Oh, c'est mignon. Bah oui, c'est voilà. Après, c'était le début d'une longue, d'une longue série de visionnages, une très 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 longue série de visionnages communs. Et c'est un peu la base celui-là. Donc ça tombait sur ce buddy movie-là qu'on avait adoré, que moi j'adore toujours. Je revois toujours les 4 avec plaisir, même le 3 et même le 4, hein, même, malgré les défauts qu'ils peuvent avoir. Mais le 2, j'ai un amour particulier pour L'Arme Fatale 2, que je crois avoir bouffé, mais vraiment beaucoup depuis 30 ans. Alors celui que je citerais, si je dois en citer un autre, ça serait Midnight Run de Martin Brest, avec Charles Grodin et surtout Robert De Niro, qui est un buddy movie par excellence, qui est un film qui dure 2 heures, et c'est 2 heures non-stop, ça n'arrête pas.
c'est de la punchline qui fonctionne à fond, le duo fonctionne à fond. C'est l'histoire d'un chasseur de primes qui doit récupérer un mec et l'amener d'un point A à un point B à travers les États-Unis. Et donc il va s'en suivre toute une péripétie, et donc forcément les deux se détestent au début. On est dans le schéma purement classique du buddy movie, et à la fin, avec tout ce qui va se passer, ils vont devenir super potes. Bon, je vous raconte pas la fin, mais c'est un film, pour moi, c'est un des buddy movies les plus réussis, et un de ceux que je revois toujours autant avec plaisir. C'est un film qui est pas hyper connu, bizarrement. C'est vrai. Il est rarement cité, voire jamais cité, et pourtant, pour moi, c'est l'un des meilleurs. C'est un film à voir. Ouais. Buddy movie qui a été fait. Si vous voulez le voir, ou pour ceux qui l'ont déjà vu, de le revoir, il est sorti en Blu-ray il y a à peu près un an, et donc il est dispo, et je crois pas qu'il soit dispo sur les plateformes, mais en tout cas il existe en Blu-ray, et je vous conseille de le voir. Ouais, le duo est vraiment super, je suis vraiment d'accord, c'est assez drôle, et c'est très enlevé, et c'est vrai que c'est un super film que j'ai vu un nombre assez impressionnant, je pense. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois, et je prends toujours autant de plaisir à le voir. C'est comme l'Arme Fatale 2 en fait, c'est les deux, j'en cite deux parce que un c'est pour des raisons aussi personnelles que j'ai citées précédemment, mais celui-ci c'est parce que en fait voilà, il a pas pris de coup de vieux. J'adore la BO de Danny Elfman aussi, qui est complètement différente de ce qu'il a pu faire notamment pour Tim Burton, qui est une super BO. Enfin voilà, le film pour moi est extrêmement complet. C'est par le réalisateur du Flic de Beverly Hills, et je trouve que c'est un film encore supérieur au Flic de Beverly Hills, qui lui est cité, recité, connu, reconnu, mais bizarrement celui-ci Midnight Run n'est pas connu autant que l'autre, et c'est dommage. Vous m'emmenez à l'aéroport? Je supporte pas l'avion. Non, il va falloir trouver mieux que ça, mon pote. Ah mais j'ai pas à trouver mieux, c'est la vérité, je ne supporte pas de voyager en avion, je suis aviophobe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que je ne supporte pas l'avion. D'ailleurs, je suis également acrophobe et claustrophobe. Si vous n'êtes pas un peu plus coopératif, vous allez devenir nionphobe en plus. C'est très difficile aussi pour moi d'en sélectionner juste un tout petit nombre. J'en mettrai deux comme ça en avant. Effectivement, L'Arme Fatale 2 pour les raisons que tu as citées, Max, puisque juste dans notre vie personnelle, ce film a une résonance particulière. Que c'est une suite que je trouve réussie. Dans le ton du premier, même si elle est un peu plus légère, en poussant un peu le curseur plus loin. Même si je préfère malgré tout le premier, que je trouve vraiment un véritable bijou d'écriture et de concision, qui reste vraiment le film auquel je me réfère en permanence sur plein d'aspects. L'Arme Fatale 1, je l'ai découvert au cinéma aussi. Voilà. L'Arme Fatale 1, je crois que je l'ai découvert en VHS, moi. Ah ouais? Moi je l'ai vu au cinéma, et le 2 aussi, je l'ai vu. Je crois que c'est le seul que j'ai pas vu en salle. Et le 3 aussi, d'ailleurs. Il y a que le 4 que j'ai pas vu aussi. Je crois que le 3, on l'a vu ensemble. Hein. Ouais, le 3, je crois que c'est le seul qu'on a vu ensemble, le 3. Ouais. C'était au Pâté Grenette, à Grenoble, là. Ouais. Un cinéma qui n'existe plus depuis très longtemps. Très longtemps, hein. Je vais crever sur les chiottes. Les gars comme toi crèvent pas sur des chiottes. Maintenant, allons-y. Préparez-vous à quelque chose de fatal. 1, 2, 3. L'Arme Fatale 2. Cette fois, faut pas les emmerder. Non, relève-toi, mon vieux, j'ai pas envie qu'on nous voit comme ça. Ouais. Et sinon, l'autre film auquel je pense, c'est 48 heures en fait. Le premier film dans lequel joue Eddie Murphy, qui est sorti en 82, un film de Walter Hill, où c'est pareil, là c'est un flic qui va s'acoquiner avec quelqu'un qui est un prisonnier, quoi, qui est interprété par Eddie Murphy, pour récupérer une mallette. Et je trouve que les punchlines, le duo entre Nick Nolte et Eddie Murphy est incroyable. À chaque fois que je tombe dessus, j'arrive pas à arrêter le film tellement ça s'enchaîne super bien, c'est éminemment bien écrit, c'est vraiment enlevé, les punchlines sont mortels. Non mais qu'est-ce qui te prend, mec? T'es faux? Non mais t'es dingue? Non, je suis pas d'accord, si tu me fous en laisse, ça non. Écoute, je te demande pas si t'es d'accord, et je te demande pas ton avis. Ben c'est un mauvais début pour de futurs associés. Que ce soit bien clair, nous deux on n'est pas associés, on n'est pas frangins, on n'est pas copains. T'es à ma botte, et tu resteras à ma botte jusqu'à ce que Gans soit bouclé ou buté. Et si ce qu'on nous file entre les pattes, je te préviens, tu regretteras de m'avoir connu. Je commence à le regretter déjà. Moi, pour parler de 48 heures, j'ai plus de mal, moi, personnellement. Je trouve qu'il a quand même un rythme. Il a un faux rythme, mais moi, je t'avoue que la Walter Hill, là. Walter Hill, tu vois, je préfère. Alors, vous allez me tomber dessus, mais je préfère la suite, en fait, que je trouve beaucoup plus. Alors, qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus. Mais je trouve que le rythme est beaucoup plus soutenu sur le 2. Même si c'est exactement la même histoire, même si c'est. Alors, en fait, je ne m'en souviens
plus. Mais voilà, je préfère 48 heures de plus, bizarrement. Ah ouais. Et oui, Walter Hill, et à la rigueur de Walter Hill, je lui préfère un autre buddy movie qui est Double Détente. Ah bah oui, moi j'allais y venir, hein. J'allais y venir quand même à celui-là. Hein. Bah allez-y. Bah, Double Détente, c'est un pur buddy movie. Ça aurait pu être le troisième que j'aurais cité. C'est un film que je revois régulièrement. Je prends toujours un plaisir non fin à le revoir. Le duo Bellucci-Schwarzenegger, il fonctionne à merveille. Les punchlines, elles sont super. Tu vois, en fait, terrible. C'est ça qui manque un peu. Ah, Bellucci, moi j'adore Bellucci, j'adore Schwarzy. Faut juste rappeler, pour ceux qui connaissent pas le film, Double Détente, c'est Schwarzenegger qui interprète un soviétique, Ivan Danko, qui doit récupérer un dangereux trafiquant de drogue, Victor Rosta, qui s'est échappé aux États-Unis. Il doit faire équipe avec un flic de Chicago, interprété donc par James Bellucci, qui est un peu un flic rondouillard, voilà, un peu aux antipodes de Schwarzenegger. Un beauf. Un beauf, ouais, carrément, ouais. Il y en a un qui est assez rigide, donc Schwarzenegger, et l'autre, l'autre qui est plutôt tranquillou, quoi, et qui doivent en fait faire équipe pour appréhender Victor Rosta, qui est un dangereux criminel, voilà. Vous connaissez le Miranda? Qui c'est cette pute-là? Dites-moi, simple curiosité, comment les soviétiques luttent-ils contre le stress? Vodka. L'officier de police Ivan Danko vient de derrière le rideau de fer. Danko. La balayette? Il est sur les traces du plus féroce criminel de son pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Pipi contre le mur du Kremlin? J'attends coopération. C'est vous qui commandez, pas de problème. Il va être contraint de faire équipe. Donc toi et vos maîtres, les amis dessus. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, toi, allez baiser ta mère. En plus, ce film, c'est peut-être même le premier film où les Américains sont arrivés à tourner en Russie. Ouais, c'est ça, en fait. Et ça, c'est assez rare quand même. C'était au moment de la détente, et la production américaine, la Carolco, avait fait une demande qui avait jamais été acceptée auparavant. Tous les autres films avaient été tournés dans les pays de l'Est, ceux qui étaient censés se passer en Russie, à Moscou précédemment, et avaient été tous tournés dans les pays de l'Est, notamment en République tchèque ou en Pologne, et ils avaient truqué tout ça, mais là c'est la première fois en 88 où les Américains pouvaient tourner à Moscou, et c'était d'ailleurs un événement à l'époque, le moment où avait été annoncé ce tournage sur la place rouge, certaines scènes sur la place rouge, c'était un espèce d'événement, et ça marquait la fin de la guerre froide. C'était en 88. C'était en 88, ouais. Le tournage est en 87, mais voilà, c'était le moment de la détente avec Gorbatchev, mais on se dirigeait petit à petit vers la fin de tout ça, de cette guerre froide. Et c'est vrai que ce tournage-là et ce film-là est un peu le symbole de tout ça, quoi. Et Schwarzy avait été quand même très surpris parce qu'il pensait être un peu tranquille et pas trop connu. Et quand il est arrivé là-bas, il y a eu 500 personnes en train de clamer son nom sur la place rouge, quand même. Bah oui, parce qu'en fait, à l'époque, Stallone, c'était pareil. À l'époque, c'était les cassettes pirates qui circulaient dans les pays de l'Est, et elles se passaient sous le manteau. Et donc, forcément, c'était un peu le seul moment de détente au marché noir qu'ils trouvaient, ces pauvres gens. Et donc, voilà, c'était devenu des icônes d'une espèce d'aspiration, de libération de l'Ouest auquel aspiraient les gens de l'Est à l'époque, quoi. Je crois qu'on se connaissait pas ou on se fréquentait pas à l'époque. Moi, je l'avais vu au Cinoche. Et je l'avais vu complètement par hasard, ce film-là, parce que je devais aller voir autre chose. Je sais plus avec qui. Et en fait, en arrivant dans la salle, je ne voulais absolument pas voir ce film. Et j'ai laissé la personne avec qui j'étais allé voir le film qui était prévu. Et je me suis dirigé vers l'autre salle. Et je suis allé voir Double Détente. Et j'en suis ressorti très content. Ah, c'est excellent. Non, on se connaissait à peine, en fait, à ce moment-là. Et non, moi je l'ai découvert en VHS, celui-là, tout comme 48 heures. C'est contre la loi, tu sais, de se coucher au milieu de la chaussée. J'ai jamais couché au milieu d'une chaussée. Mais si, voyons. Et un camion t'a écrasé. Mais quel camion? Celui qui va pas tarder à arriver. Oh. Alors, on frappe plus maintenant? Alors moi dans les années 80 aussi, il y en a un qui m'avait quand même bien plu et qu'il faudrait que je revoie parce qu'en fait je l'ai retrouvé là en faisant un peu des recherches. C'est Oh les flingues de Richard Benjamin avec Clint Eastwood et Burt Reynolds quand même. Mais oui, je l'avais oublié. Et celui-là, il m'avait bien plu à l'époque. Je l'avais quand même un paquet de fois. J'adorais cette tête que faisait Clint Eastwood au long du film. À chaque fois qu'il avait l'air énervé là, qui plissait son œil là avec cette air et qui m'avait fait rire. Clint Eastwood et Burt Reynolds dans Oh les flingues. Faut-il en dire plus? Tib, c'est quoi Oh les flingues en fait? Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement de quoi ça parle?
Alors, d'après mes souvenirs, parce que ça fait quand même un bout de temps que je l'ai pas vu, hein, je crois que c'est un flic qui se retrouve à devoir faire équipe avec un ancien flic qui est devenu détective privé et qui est donc joué par Burt Reynolds, l'autre flic étant joué par Clint Eastwood, évidemment, puisqu'on en a parlé déjà avant. Et voilà, et en fait, ils vont se retrouver à faire équipe pour résoudre une enquête, comme d'habitude. Alors, pour l'anecdote, Burt Reynolds s'est cassé la mâchoire pendant une bagarre au début du tournage, et a fini le tournage en fait à la paille et a perdu plusieurs kilos jusqu'à la fin du tournage. Ah ouais. Mais vraiment c'est un film qui j'avais beaucoup aimé, qui est encore une fois on va dire très léger, oui. Le scénar est pas grandiose, mais le duo qui est quand même un duo encore assez improbable, Clint Eastwood, Burt Reynolds, je pense que c'est peut-être le seul film où on peut les voir ensemble. Bah ouais, je crois. Hein. C'est le seul film où on peut les voir ensemble et je te conseille de le revoir parce que je suis pas sûr que tu aies la même opinion aujourd'hui. C'est possible. Parce que justement, et tant mieux qu'on les a pas revus ensemble parce que le duo pour moi il fonctionne pas du tout. Aïe. Ah ouais. Que Clint Eastwood en comédie c'est pas son truc et ça se voit, que Burt Reynolds lui bouffe un peu comment dire la vedette et que le duo fonctionne pas, le film est pas bon, c'est mal écrit, c'est mal réalisé. Bon, ok. Autant pour moi. Je vous voilà, merci, salut. Comment tailler un short cette saison? Allez, suivant. Alors allez, au revoir, merci. On est là pour débattre, hein, on est là pour malheureusement, je suis obligé de te croire sur parole vu que je l'ai pas revu depuis plus de 20 ans, je pense largement. Ouais, mais moi pareil. Hein. Pour le coup, c'est vraiment un film qu'on cite jamais. Et pour une fois, j'ai envie de dire, tant mieux. Alors, passons à un autre, alors, que j'avais adoré, que j'ai vu quand même un paquet de fois aussi, celui-là. C'est Deux flics à Chicago, Running Scared, avec Gregory Hines et Billy Crystal. Bon, Max, tu veux nous faire une petite bio de Gregory Hines? Elle est toute prête déjà, elle dure 47 minutes. Je vais me faire un café. C'est une private joke sur Gregory Hines, parce qu'en fait dans les scènes coupées de notre épisode sur Wolfen, j'avais fait une biographie de Gregory Hines un petit peu longue, c'est vrai, parce que j'adore l'acteur-chanteur. Mais donc voilà. Un jour vous irez droit. Un jour je montrerai mon director's cut de la biographie de Gregory Hines. J'arrive au mauvais moment? T'as pas l'impression qu'on est parfois un peu trop enthousiaste? Putain, ces enfoirés! Quel rigolo ce Julio. C'est le moment que je préfère. Allez, jetez vos armes, vous êtes en état d'arrestation. No hablo inglés. Ah, hablo Smith et Wesson? Vous avez le droit d'être mort et de le rester. Tout ce que vous ferez sera utilisé contre vous. Vous avez droit à un croque-mort. Si vous n'en avez pas les moyens, le tribunal nommera d'office un médecin légiste. T'as fait le bon choix. Assis, vite! C'est ça que tu appelles être prudent? Tu déconnes, y a pas plus prudent que moi. Bah ça serait nouveau. J'ai toujours été prudent. Merci du renseignement. Alors pendant toutes ces années, t'as eu le culot d'être prudent derrière mon dos? Allez, dépêchons, on met les bracelets. Max, est-ce que tu peux nous dire l'histoire de Deux flics à Chicago? Alors, c'est l'histoire de deux flics d'Aniere, en fait, qui sont à la poursuite d'un mafieux portoricain qui s'appelle Julio. Et à un moment, l'enquête se passe mal, les mecs doivent se mettre un peu en retraite, sauf que il se passe des choses et les mecs sont obligés de revenir et de se remettre à la poursuite de Julio. Voilà, on est dans le classique du buddy movie. Alors là, bizarrement, c'est un buddy movie où en fait c'est deux mecs qui s'entendent dès le départ en fait. Là, il y a pas d'antagonisme entre les deux personnages. Et oui, parce que c'est deux collègues. Là, c'est vrai que là c'est une équipe de flics, c'est deux flics, deux collègues comme tu dis. Voilà. C'est deux collègues qui sont amis, qui sont vraiment complices et qui vont enquêter ensemble. Mais là, on n'est pas du tout dans le buddy movie classique. Là, c'est plutôt un vrai duo de flics, de potes qui va dès le départ essayer d'arrêter le mafieux local. Mais ce qui fonctionne, c'est au-delà des scènes d'action qui sont toujours très efficace, c'est la complicité, vraiment l'amitié qui se ressent entre les deux personnages, complicité qui devait vraiment certainement y avoir pendant le tournage, parce que vraiment elle ressort, enfin vraiment il y a une complicité entre les deux qui est hyper communicative, on a envie d'être leurs potes aussi à ces deux mecs, il y a tout un truc autour de ce duo-là qui fonctionne à merveille, et qui fait que ça reste un super film aujourd'hui. Pareil, pas très connu, bon le titre français est quand même très très con, hein, faut le dire, Deux flics à Chicago, ça fait un peu série B, série Z.
Running Scared en anglais. Running Scared, exactement. Et non, c'est vraiment un bon film, une comédie policière très très réussie. Ouais, très drôle, très très drôle. Ouais, c'est un film de Peter Hyams en fait, qui est pareil, quelqu'un qu'on a tendance un peu à oublier, mais qui est un solide artisan, si ce n'est un peu un solide artisan plus, hein, qui a fait des films comme Outland, c'est une sorte de remake dans l'espace du train sifflera 3 fois. Avec Sean Connery. Avec Sean Connery, tout à fait, voilà. C'est aussi un réalisateur qui a la particularité d'être aussi chef opérateur de ses films. Donc ça, moi, ça me fascine. C'est-à-dire, il signe l'image de ses films et la réalisation. Pourquoi ces guignols, ils habitent jamais au rez-de-chaussée, bordel? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Je veux récupérer mon pied. Eh ben, je vais te résumer la situation. J'ai un revolver, là. Et je vais prendre ce revolver et je vais faire des tas de petits trous dans la porte. Et si t'es collé juste derrière, eh ben, qu'est-ce que je pourrais te dire, moi? Eh ben, j'ai peur que d'un seul coup, t'aies besoin de rustine. Tu suis mon raisonnement? Let's do it. Moi, je voulais vous parler aussi d'un film qui s'appelle Tango et Cash. Ah, Tango et Cash. On y vient, ça y est. Tango et Cash, c'est aussi un buddy movie, un peu foutraque, il faut quand même le reconnaître, mais qui réunit deux stars de l'action des années 80, d'un côté Sylvester Stallone et de l'autre côté Kurt Russell. Tango et Cash, ce sont les deux meilleurs flics de Los Angeles qui s'apprécient moyennement, ils sont un peu rivaux on va dire, et qui sont victimes d'un baron de la drogue qui va réussir à les enfermer dans une prison dans laquelle se trouvent tous les prisonniers que Tango et Cash ont arrêtés, quoi. Et donc il va falloir qu'ils s'échappent pour pouvoir survivre déjà d'une part, et puis pour pouvoir arrêter aussi le baron de la drogue, quoi. Lui, c'est Ray Tango. Il aime le fric. Ça rentre, ça sort. Mais il ne s'embarrasse pas de Cash. Lui, c'est Gabe Cash. Ce qu'il aime, c'est mener la danse. Et il n'a pas peur de marcher sur les autres. J'aime pas les karatékas. Deux des plus grands flics rivaux de Los Angeles ont du mal à garder le rythme. Alors, tu me connais? Il paraît que t'es le deuxième meilleur flic de Los Angeles. C'est drôle, on m'a dit la même chose de toi. La particularité, c'est qu'on a inversé les rôles classiques pour ces deux acteurs-là, c'est-à-dire que le mec qui est un peu smart, un peu fin et strict, c'est plutôt Stallone, là où on a plutôt l'impression de le voir tout le temps dans des rôles de bourrin. Ah ouais, là, il fait limite bureaucrate avec ses petites lunettes et tout, ouais. Et de l'autre côté, Kurt Russell, qui joue le rôle d'un flic complètement déjanté, amoureux de la sœur de Sylvester Stallone. Et ils ont des aventures et des grosses péripéties un peu improbables. C'est juste le pied, quoi. C'est vraiment le film du samedi soir, popcorn, à mater entre potes ou qui refile la pêche. Super bien shooté, malgré un tournage assez chaotique, où il y a Andrei Konchalovsky qui a été remplacé par le réalisateur de Purple Rain, Albert Magnoli, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et voilà, et pourtant, même si on sent un côté un peu foutraque, un peu comme dans Hudson Hawk quelque part, le film tient la route pour qui veut juste poser son cerveau 5 minutes et passer un bon moment, quoi. Ouais, moi j'aime bien Tango et Cash. Après, j'en fais pas des folies non plus, mais parce que il est tellement foutraque, on sent malgré tout dans le montage final que ça a été monté un peu à l'arrache. Oui. Voilà, on sent que la production, quand on connaît un peu l'histoire de la production de ce film-là, ça se sent complètement dans le film, qui reste quand même très 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 léger. Mais malgré tout, voilà, ça se laisse regarder. La complicité entre Stallone et Kurt Russell fonctionne bien. C'était le moment où Stallone voulait un peu casser justement son image de grosse brute, et parce qu'on était à la fin des années 80, début des années 90, où justement ces grosses brutes ça marchait plus, et que comme Schwarzenegger, lui, il était parti dans la comédie, Stallone voulait aussi un peu partir là-dedans, d'avoir des rôles un peu plus légers, où il s'auto-parodiait, et quelque part, Tango et Cash, je le vois plus comme une parodie de tout ça, de l'actionneur, du buddy movie. Oui. C'en est presque. Il y a des moments où c'est quand même du gros nawak dans le film, il faut le dire, c'est du grand n'importe quoi, mais voilà, ça donne un côté parodique. Quand on le prend de ce côté-là, finalement, ça fonctionne bien. Et donc ouais, moi je suis assez d'accord, ça se laisse regarder, c'est assez fun à regarder, ça dure 1h30, ça passe tout seul. Après voilà, il faut pas être plus regardant que ça pour l'apprécier, mais ça fonctionne bien. Ouais, mais en fait j'irai un petit peu plus loin, parce que je trouve quand même que ce film, qui est pas un gros film et qui est pas non plus une référence dans le genre, et pourtant je sais pas, j'ai l'impression de ressentir quelque chose, tu vois, que je retrouve dans beaucoup de films. Bon, pas forcément des grands films, mais je sais pas, c'est cette ambiance, genre le passage où ils sont en prison. J'ai l'impression de retrouver ce passage dans d'autres films, dans d'autres scènes de prison. Je trouve qu'elle est vachement marquée ce passage. Mais en fait, moi, alors je le prends dans l'autre sens. Moi, je rajoute
dans le côté parodique parce que j'ai l'impression qu'il prend tous les ingrédients le film. Ouais, en y a fait, ça, c'est pour ça que je le vois presque comme une parodie parce que voilà, la fameuse scène de prison, en fait, c'est les scènes qu'on a vues dans pas mal de films dans les années 80, dans les années 70. Voilà, il reprend en fait, le film est une accumulation des codes entre guillemets des films d'action ou des films ou des polars ou des thrillers, et en fait ils t'ont combiné ça dans un gros bordel, et donc je le vois à l'envers en fait. C'est pas quelque chose qui a initié quelque chose. Je pense que c'est un film qui a repris pas mal de choses et qui devait en faire un film sérieux en reprenant les codes classiques, mais qui a fait que tout ce bordel là et toute cette production là et tout ce qui a pas fonctionné finalement dans la production, on fait un film un peu une parodie du genre en fait quelque part. Mais encore une fois, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. Je dis ça parce que le film, dans le fond, je l'apprécie et que je prends toujours du plaisir à le voir. Mais je suis beaucoup plus mesuré par rapport à d'autres films qu'on a cités précédemment parce que malgré tout, moi aussi. En termes de qualité. Mais en fait, on dirait je dirais qu'en fait, c'était une sorte de synthèse. Oui, voilà, c'est exactement, c'est une sorte de synthèse parodique, exactement. Mais en attendant, du coup, moi, c'est ce film-là, alors que d'autres ne sont pas restés, finalement, c'est des images de ce film-là qui me restent. Et puis moi, j'adore la zik d'Harold Faltermeyer. Ouais. Qui est le compositeur déjà à l'origine de Top Gun, du flic de Beverly Hills, le fameux Axel F. Il y a une sorte de quintessence un peu des années 80, même si on a la queue de la comète. Hein. Nous, en France, il est sorti en 1990. Ouais, l'été 90, il est sorti. L'été 90, tu vois. Mais malgré tout, il a un grand pied dans les années 80. Complètement, et quelque part aussi, moi j'adore Faltermeyer, voilà. Mais c'est aussi, et je reviens à l'histoire de la synthèse, quelque part c'est symptomatique aussi, et lui-même s'auto-parodie finalement dans sa BO, dans sa musique, en reprenant tous les codes de ses musiques des films que tu viens de citer, Mick. Ouais. C'est un peu tout ça en fait, et la musique participe aussi à ce côté un peu parodique. Je pense que c'est vraiment un film, il faut pas le prendre au premier degré. Et moi je sais que si je le prends au premier degré, c'est compliqué. Par contre, si je le vois comme justement une synthèse de tout ça, d'un point de vue parodique, pour moi ça passe très bien. Mais c'est mon point de vue. Puis il y a des sacrées gueules du cinéma, Jack Palance, Robert Z'Dar. C'est ça. Et il y a le frère de Ron Howard qui a une sacrée gueule aussi. Slinky. Donc c'est chouette. Robert Z'Dar, c'est le maniaque cop en fait, hein. C'est de William Lustig, c'est le fameux policier dans le premier, avec une particularité, il a une mâchoire proéminente assez carrée, on va dire, et voilà, Jack Palance, grand second couteau des années 50-60, avec plein de films, de western. De 70 aussi, il a joué. 70 aussi, ouais. Il a tourné pas mal de séries B, séries Z italiennes dans les années 70. Ouais, et il a tourné dans Terreur extraterrestre, un film que j'adore. Revois-le aussi. Non mais j'adore. Je sais que là il sort bientôt en Blu-ray, je suis fan. T'as couché avec ma sœur? J'étais tellement beurré qu'honnêtement, je me rappelle pas. Sylvester Stallone et Kurt Russell. Tango et Cash. C'est juste pour les citer parce que je pense quand même que c'est des films qui sont un plus ou moins importants, même s'ils ont vieilli et que ils étaient pas terribles à l'époque et ils sont toujours pas terribles, mais quand même, je pense notamment à Dragnet. Qui était quand même un remake d'une série des années 50, qui voulait reproduire le duo des Blues Brothers, Dan Aykroyd et John Belushi. Et mais bon, ça n'a pas pu se faire. Du coup, ils ont pris Tom Hanks, qui était libre. Bon, c'est sympa, mais c'est pas. Je l'ai pas revu et je sais pas si ça se revoit, mais c'est quand même un film qui était sympa à l'époque. Moi, j'ai une petite affection pour Dragnet, mais c'est vrai que ça a pris un méchant coup de vieux. Je crois. C'est difficilement regardable aujourd'hui. Hein. Moi, je l'ai revu il y a 4-5 ans. J'en ai peur. C'est assez ringard, c'est assez... ouais, c'est dur, ça pique beaucoup. Ouais, c'était déjà un petit peu longué à l'époque, alors j'imagine même pas maintenant. Si, il y a que le duo qui fonctionne, mais voilà, encore une fois, par rapport au film qu'on a cité précédemment, on a milieu, quoi, comme malgré tout. Ah ouais. Bah moi j'ai aussi un bon buddy movie assez original auquel on pense pas forcément à rattacher sur ce registre-là. C'est Roger Rabbit. Ah bah oui, bien sûr. On a Eddie Valiant qui va faire équipe avec un lapin, un cartoon, pour mener une enquête afin de retrouver la disparition de Jessica dans le milieu de Toonville. Voilà. Je t'interromps, mais à quoi tu le rattacherais? Parce que c'est un vrai pur buddy movie, Roger Rabbit. Ouais, bon, mais après il y a pas de flic, hein, mais bon, c'est un détective privé, c'est un détective privé, c'est une enquête, donc oui, ça va, je l'accorde. J'aurais plutôt dit que c'est un film fantastique en fait. C'est tu vois, avec un personnage qui rencontre un personnage imaginaire plus ou moins réaliste. C'est marrant, moi je
jamais vu comme ça. Je l'ai vu, moi personnellement, je l'ai toujours vu comme un buddy movie celui-ci Ah ouais, parce c'est que marrant. Ouais, moi aussi. il en a tous les codes. Il en a absolument tous les codes. Ah ouais, c'est vrai, non mais ouais, Ah c'est bah ça, ouais. c'est ça. Hein. Oui, il peut pas le saquer au début, ça le gonfle prodigieusement de se retrouver avec ce lapin. Ouais. Il déteste les toons. C'est l'histoire d'une superstar montante appelée Roger Rabbit et d'un détective privé sur le déclin. Il reste dehors appelé Eddie Valiant. Ouga bouga. Chaque moment passé ensemble est une nouvelle mésaventure. Casse-moi, Eddie, je t'en prie. C'est en fait un scénario qui avait été en partie développé par Robert Towne, comme pour boucler la trilogie de Chinatown, Two Jake, et donc quelque chose qui est devenu Roger Rabbit. Et c'était à chaque fois un aspect en particulier de Los Angeles, donc l'utilisation de l'eau pour Chinatown, Two Jake, je sais plus ce que c'est, et les fameuses autoroutes pour Roger Rabbit. Ah, et c'est cette partie-là qui a été reprise dans le scénario. Après, bien sûr, il y a d'autres éléments qui ont été greffés, mais vous savez qu'à Hollywood, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et voilà, et le film est juste fabuleux. Là, pour le coup, c'est endiablé aussi. C'est la perfection, quoi. C'est la perfection. C'est difficile de critiquer, hein, en tout cas d'avoir des réserves sur Roger Rabbit. Ah, c'est magnifique. Après, bien sûr, quand on le voit dans une copie parfaite, on voit... comment dire, les petits défauts, les petits défauts qui étaient à l'époque une révolution, une révolution, une prouesse. Mais en dehors de ça, le film est quand même, enfin, il y a rien à dire. Enfin, il est difficilement critiquable, quoi. Tout fonctionne. Là, encore une fois, on est dans un vrai buddy movie. C'est un vrai film de cinéma. C'est un vrai film pour les amoureux de cinéma. Non, ce film-là, il est pareil, il est parfait, quoi. Brièvement sur la technique, l'idée c'était de faire des toons. Des véritables acteurs dans le monde réel, donc il doit y avoir des interactions entre les toons et les objets réels dans l'environnement, donc ça a été un véritable casse-tête parce qu'on est avant l'ère numérique, l'ère des ordinateurs, etc. Donc il y a quelques aides de l'ordinateur mais qui sont très 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 limitées, et donc il a fallu inventer tout un système pour qu'à chaque fois les toons puissent avoir des interactions réelles avec les objets et l'environnement. Ça c'est déjà une première prouesse, et deuxième prouesse, c'est que Zemeckis a insisté pour que les ombres sur les cartoons soient totalement réalistes. Et donc la fameuse séquence de Jessica Rabbit qui fait son premier show là, il y a un truc avec le jeu des ombres, des flares, etc. qui est hallucinant et qui est une véritable prouesse, parce qu'en fait faire des ombres sur des cartoons comme ça à ce niveau-là, c'est très 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 compliqué apparemment, et tout est fait à la main, quoi. Why don't you do like some other man do? Get out of here. Elle est mariée à Roger Rabbit? Oui. Quelle chance elle a, hein? Il y a la scène du début aussi que j'adore, quand il essaye de sauver le bébé dans la cuisine, et que quand ça s'arrête, ils ont reproduit exactement les décors. On se croirait dans le dessin animé alors que on est dans un décor réel. La transition, elle est juste magnifique. Ouais, c'est encore. Alors là, je parle de souvenirs. C'est encore un film qu'on n'a pas découvert ensemble, qu'on a découvert chacun de notre côté finalement, comme quasiment tous les films qu'on a cités précédemment, parce qu'on se connaissait pas ou on se fréquentait pas encore. Mais c'est vrai qu'il faut dire aussi pourquoi on en parle aussi de ces films-là, parce que c'est un peu la base aussi de notre réunion entre guillemets à tous les trois, à nous trois, à tous les trois, et à d'autres aussi qui étaient avec nous à l'époque. Et c'est vrai qu'on n'a pas de souvenir commun de découverte en fait de ces films-là, mais tellement d'échanges au moment où on s'est rencontrés, tellement d'échanges autour de ces films-là qui sont à la base de notre complicité, de notre amitié vieille de plus de 30 ans, et qui est un peu la base aussi de ce podcast. Donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, et que je trouve que c'était pertinent qu'on parle de ces films-là dans cet épisode. Oh, que c'est beau. Et voilà, et ces films-là font partie aussi de notre cinéphilie, même si ce ne sont pas forcément des grands chefs-d'œuvre du cinéma au même titre que 2001 ou Citizen Kane. Ils ont une importance dans dans notre cinéphilie, dans notre accès au cinéma, quoi, tout simplement. Je suis pas mauvaise. J'ai été dessinée comme ça. Dis-moi, Eddie, t'as un lapin sous le manteau ou c'est la joie de me revoir? Touchstone Pictures et Steven Spielberg présentent un film de Robert Zemeckis. Nous, les Toons, on fait des idioties, mais on n'est pas stupides.
Qui veut la peau de Roger Rabbit? Il y en a un que j'aime bien, que j'ai pas revu, peut-être il faut pas le revoir non plus, hein, celui-là. Mais quand même, c'est un que j'aimais bien, c'était Chien Flic, hein, avec Bellucci. Mais voilà, tu m'enlèves le pain de la bouche. Il y en avait deux hein, qui sont sortis en même temps, Chien Flic et Turner et Hooch. Ils ont une année d'écart. Voilà, c'est ça, 1 an d'écart. Ou une année d'écart, ouais, bah, ça va. Après, moi je préfère Chien Flic, hein, j'avoue. Mais... Ah oui, non mais moi aussi, hein, Turner et Hooch est beaucoup plus comédie et Chien Flic est beaucoup mieux construit. Et puis bon, voilà, puis j'adore Bellucci, qu'on retrouve parce qu'il était déjà excellent dans Double Détente et voilà, on le retrouve là-dedans, il est super et le duo marche bien, voilà, c'était sympa, c'était un film sympa. Juste pour ceux qui connaissent pas, parce que peut-être que le film est un peu moins connu que ceux qu'on a cités, c'est l'histoire d'un flic hein, qui est interprété par James Bellucci. James Bellucci, c'est celui dont on vous a déjà parlé, donc il joue dans Le Solitaire, Jumping Jack Flash, Le Proviseur, Double Détente, donc Salvador et tout ça. Le Proviseur, j'adore. Qui se retrouve à devoir faire équipe avec un chien. Oui, parce qu'il n'y a plus personne qui veut tourner avec lui. Voilà, c'est ça. Et sauf que le chien, il a un sale carafon, tout comme James Bellucci, et ils doivent mener une enquête ensemble, voilà. Et le chien a des interactions aussi avec la compagne de James Bellucci, donc fout un peu le bazar, un peu dans son couple, tout ça. Et c'est une vraie comédie, un vrai buddy movie, assez touchant, voilà. Réalisé par Rod Daniels, qui est un réalisateur de séries, et c'est aussi un gars qui a fait un film qui s'appelle Teen Wolf avec Michael J. Fox. Michael J. Fox, il se transforme en loup-garou. Il est spécialisé dans les chiens aussi, Rod Daniels, parce qu'il a fait Beethoven après. Il a fait Beethoven 2. Et pour revenir à Chien Flic, je crois qu'on l'a tous découvert en VHS. Ouais, en VHS, ouais. Pour l'anecdote, en fait, le chien... est mort. Oui, ça, je pense que... Je pense qu'au bout d'un moment, il n'a pas pu tenir 30 ans. Jerry Lee, voilà, c'est un berger allemand de 3 ans. Et ils ont vraiment galéré pour trouver le bon chien. Je crois qu'ils ont passé presque 1 an de recherche. Ils ont pris en considération une 40aine de chiens, mais aucun ne couvrait tous les aspects nécessaires pour le rôle. Et donc, ils ont trouvé ce chien-là qui s'appelait Rando, qui a été un peu entraîné aussi pour le rôle, quoi. Le film a eu 2 suites, 2 DTV en 99 et 2002, que je n'ai pas vu et qui sont aussi avec James Bellucci. Donc voilà, du coup, ça a attiré ma curiosité, mais je n'ai pas vu. La qualitat, voilà. La preuve. Ah, tu les as ? Excellent ! Et alors ? C'est pas bon. Non, ils sont encore... Je reviens sur Turner et Hooch parce qu'on en a vaguement parlé. Chien Flic a été un gros succès aux États-Unis. En France, il est passé inaperçu et on l'a tous découvert en vidéo. Mais aux États-Unis, Chien Flic avait plutôt bien marché. Le film en anglais s'appelle Canine, jeu de mots, K9. Et donc Disney a voulu surfer sur cette vague du succès de Chien Flic pour faire Turner et Hooch avec Tom Hanks. Après, de Turner et Hooch, c'est sympatoche, c'est quasiment la même histoire. Sauf que Tom Hanks, à l'époque, c'était pas le même charisme que James Bellucci, donc voilà, mais c'est les mêmes scènes, c'est exactement la même chose, et quelque part, quelques années plus tard, je reviens sur Beethoven, même si on n'est plus dans une histoire policière, mais ça reprend les mêmes codes aussi, on était vraiment dans cette vague fin des années 80, début des années 90, de films avec des chiens, voilà, qui viennent un peu bousculer le quotidien d'un flic, ou d'une famille, ou tout ça, quoi. Walt Disney Pictures présente le couple le plus drôle de l'année, Turner et Hooch. C'est pour toi. L'histoire d'un homme qui essaie de dresser un chien. Défense de baver et de bouffer les meubles, défense de boire dans la cuvette des WC. Et d'un chien qui essaie de dresser un homme. C'est diététique ce truc. Difficile de dire qui aura le dernier mot. Walt Disney Pictures présente Tom Hanks. Ça ne doit marcher que pour les chiens. Turner et Hooch. Il y a un film dont on n'a pas parlé et que je trouve excellentissime, c'est Étroite Surveillance. Ouais. Ça, c'est un vrai bon buddy movie parce qu'on a cité des bons, des moins bons, mais celui-ci, il fait vraiment partie du haut du panier. Grave. Donc c'est avec Emilio Estevez et Richard Dreyfuss, où c'est l'histoire de 2 flics qui sont en surveillance d'une maison, donc ils sont installés en face de cette maison, et dans cette maison est censé venir un tueur qu'ils doivent arrêter, et dans cette maison habite la femme de ce tueur, et il y a toute une histoire avec cette femme-là, et dont l'un des 2 flics, joué par Richard Dreyfuss, va tomber amoureux. Il y a toute une comédie, alors là, même si on reste dans le côté policier, on bascule plus dans la comédie, et c'est merveilleusement bien écrit, ça fonctionne à merveille, c'est drôle, c'est rythmé, pareil, le film fait 2 heures, mais on les voit pas passer. C'est un film que j'ai revu il y a 2 ans en salle, dans une séance spéciale à Paris,
J'ai repris un plaisir à le revoir en salle, en grand écran, un plaisir absolu. Vraiment, c'est pareil, c'est un film qui est pas hyper connu, qui est jamais cité, qui est signé John Badham. Eh oui, ce que j'allais dire, je dis quand même pas n'importe qui quand même. Qui est pas n'importe qui est le réalisateur de Tonnerre de Feu dont je vous avais parlé dans un express. Tout est lié. Tout est lié comme d'habitude. Il y a une suite après qui s'appelle Indiscrétion assurée, qui est beaucoup moins bon. Ah oui, c'est mais en tout cas, ce premier opus, Étroite surveillance, vraiment c'est un film que je conseille. Ah ouais. C'est vraiment un grand buddy movie, un vrai buddy movie. Je me répète, qui est rythmé, qui est drôle, et encore une fois, pas connu, pas très connu, et à tort. Oui. J'aurais pu le citer, j'aurais pu le mettre avec les films que j'ai cités au tout début avec Midnight Run. C'est un des films dans le genre que j'apprécie particulièrement. Ouais, c'est vraiment un bijou d'écriture en fait. La rythmique particulière, voilà, il y a une dynamique entre les deux personnages, voire les trois personnages en fait, qui est hyper intéressante, bien foutue. Et effectivement, comme tu dis, John Badham, c'est vraiment un solide artisan, un peu comme on disait tout à l'heure sur Peter Hyams. C'est le mec qui a que des succès colossaux à son actif, mais qui met à profit tout son savoir pour bien illustrer un scénario qui est vraiment hyper bien écrit et bien campé par le duo de comédiens, quoi. Ouais, ça c'est un petit bijou. Moi j'ai Flic ou Zombie. Ah ouais, putain. Tue ce gars, veux-tu? Ouais, c'est un vrai buddy movie celui-là, c'est vrai. Ouais, c'est un vrai et très original, mais je l'ai pas revu depuis des années. Mais moi aussi. Moi je l'aimais bien, je le trouvais plutôt sympatoche celui-là aussi. Le jour où il est entré ici, le détective Rogers Morris aurait mieux fait de se casser une jambe. Ça lui aurait évité de casser sa pipe. Mais mourir n'est qu'une formalité aujourd'hui. Ils ont perdu la vie par le sens de l'humour. Flic ou zombie. Alors je suis impardonnable de ne pas l'avoir cité parce que c'est un film que je regarde toutes les années. Mais oui. C'est un rituel chez moi. Je le regarde tous les étés. Voilà. C'est moi qui l'ai eu et voilà, il est à moi. C'est à toi. Moi je le revois tous les étés depuis 1989. Et du coup, maintenant, il faut que je le revoie. Et je le revois. Alors, il a pris un coup de vieux, tout ce que tu veux, mais pareil, c'est un film qui est très court, qui dure 1h20. Ouais, pratique pour les VHS. Qui fait de briques et de broc. C'est une petite série B machin, mais c'est pareil, ça fonctionne très bien. Le duo, c'est un duo de flics encore une fois avec une histoire de zombies derrière pour l'un des deux, l'un des deux est zombie. Ouais, c'est pas un méchant zombie. C'est pas les zombies habituels. Les deux deviennent zombies. Bon, après, je vous raconte pas la fin du film. Non, franchement, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est très personnel. C'est un film qui a quand même des qualités très limitées, hein, quand vous le reverrez. Mais moi, personnellement, c'est un rituel que j'ai depuis. Oui, c'est un film doudou. Voilà, c'est un film doudou depuis 89, et je le revois tous les étés depuis maintenant 32 ans. Voilà. Ouais, moi, je revois ta cassette VHS en fait. Je vois comment elle est faite, l'étiquette qu'il y a dessus, la jaquette de télécassette. Ça me fait marrer quoi. Je l'ai toujours. J'imagine. Il faut la garder. Je regarde en Blu-ray depuis, mais oui, j'ai toujours cette VHS là qui est en double programme sur cette cassette là avec Faites sauter la banque avec Louis de Funès. Louis de Funès, tout à fait. Ah, ça c'était rigolo ça d'avoir des cassettes de 240 avec deux films dessus. Là c'était bien 240 parce que 180 quand tu enregistrais et que tu arrivais au bout du deuxième film à 2h du matin et que tu te rendais compte que tu n'avais pas la fin, tu étais vraiment dégoûté. Mais là, typiquement, j'avais deux films qui faisaient 1h20, 1h25 qui rentraient parfaitement dans une 180, donc c'était parfait. Et quel est le deuxième film qu'on aurait oublié de cette époque ? Moi, c'est Remo sans armes et dangereux. Mais non, c'est pas un buddy movie, ça. C'est pas un buddy movie en fait. Ouais, mais moi je l'adore. Hein. Dans Remo, il y a un duo malgré tout. Ouais, il y a un petit duo avec le maître Shinonju. Alors oui, on n'est pas dans le buddy movie traditionnel, mais on reste quand même dans les codes où c'est un flic qui reçoit une instruction d'un maître. Au début, ils se détestent et après ils deviennent copains. On est quand même dans les codes du buddy movie. C'est vrai. Ouais, ça va. D'accord. Allez, ça va, je te l'accorde. De toute façon, j'adore ce film, donc je te l'accorde. Et puis, je suis tellement content d'en parler, donc de toute façon. Oui. Bah, développer un peu de quoi. C'est un type qui est un flic qui est recruté par une organisation secrète de contre-pouvoir pour s'occuper de malfrats plus ou moins intouchables. Mmh. Et en fait, grâce à l'apprentissage avec le maître chinois, il apprend à avoir des super pouvoirs en gros. C'est un peu ça l'idée. Eh oui, parce que avant Matrix, il y a Remo qui évitait les balles. Voilà. Parce que le titre s'appelle Remo sans armes et dangereux. Donc ça voulait dire qu'il ne pouvait se servir d'aucune arme, juste de ses mains et de sa tête.
En fait, ça devait être un héros récurrent en plus, parce que c'était une forme de super-héros sans super-pouvoir, mais voilà, c'était censé être un nouveau personnage un peu atypique, sauf que le film a été un bide de partout et qu'il n'y a jamais eu de suite en fait, mais c'était censé être une série qui devait se développer, mais pourtant le film, je me répète, c'est un film qui a quand même beaucoup de qualité. On est dans les codes du buddy movie, c'est de la comédie, il y a de l'enquête, il y a des punchlines de dingue. Tu bouges comme une guenon enceinte. Voilà, il est terrible. Alors c'est très marqué années 80 encore une fois, hein, mais voilà, pareil, le film fait presque 2 heures, mais c'est très rythmé. Oh, c'est ridicule ça. Vous savez ce qu'il veut faire? Ils vont l'arrêter, il passera en conseil de guerre et puis ils vont l'enfermer pendant des années et vous restez plantés comme Nanook l'Esquimau, allez l'aider pour l'amour de Dieu, je croyais que c'était votre... Oh. Leçon 22. Bénédiction du silence. Il y a une super musique. Il y a une super musique, la BO est super. Voilà, c'est pareil, c'est un film qui est totalement méconnu aujourd'hui. C'est vrai. Que je crois qu'il n'existe même pas en tout cas dans notre pays, en France, il n'existe même pas en format physique et encore moins en format digital. Il faut se tourner vers l'Angleterre où je crois qu'il y a un beau Blu-ray chez Arrow en Angleterre. Voilà, c'est un film qui est méconnu, mais à tort parce que franchement c'est un bon petit film. Ah, c'est un super film et moi je le classe vraiment dedans parce qu'il y a vraiment on a vraiment les codes. Ouais, si on parle de Fletch aux trousses avec Chevy Chase, là on sort, pour moi on n'est pas dedans en fait. Ouais. On est dans une comédie policière. Ah oui, non, mais il est tout seul. Hein. On est dans une comédie policière pure, absolument géniale. Mais d'ailleurs, on n'a pas trop parlé de Flic de Beverly Hills parce que pour moi, le Flic de Beverly Hills, c'est pas trop non plus. Hein, il est plus ou moins seul. Il a les deux comparses, mais il est quand même plus c'est seul, moins body movie. Ouais. Voilà, c'est pour ça moi j'en ai pas parlé parce que honnêtement, si j'avais cité des films qu'on revoit régulièrement, qu'on aime beaucoup, moi j'aurais cité en tout cas les 2 premiers Flics de Beverly Hills parce que c'est des films que j'adore, que je revois régulièrement, mais voilà, pour moi il rentre pas dans cette catégorie-là. Je suis d'accord avec toi. C'est un personnage seul, il a des complices entre guillemets, mais c'est un personnage. Il y a pas de duo. C'est pas un film de duo ce film-là. Donc le Flic de Beverly Hills, c'est un film solo de Eddie Murphy. C'est un show Eddie Murphy. Hein. Ouais. Pour revenir sur Remo sans armes et dangereux, il faut juste préciser aussi que c'est un film de Guy Hamilton, hein, qui est quelqu'un qui a fait pas mal de James Bond. Hein, c'est lui qui est derrière Goldfinger, Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or, Les dames. Pas forcément les meilleurs non plus. Ouais, Goldfinger, pour moi c'est le meilleur. Hein, mais... Non, Goldfinger, oui. Mais c'est sûr. Mais malgré tout, voilà, il en a fait un paquet. Et toujours pour revenir à Remo sans armes et dangereux, le personnage est interprété par Fred Ward. Fred Ward, c'est un comédien qu'on a notamment vu dans Tremors, aux côtés de Kevin Bacon, où il affronte des bébêtes, des atrapoïdes dans le désert. C'est trop bon. Il faut voir ce film. Si vous l'avez pas vu, regardez ce film. Je te dis non, François. C'est non. Et moi, je te dis que t'es obligé de dire oui. Mais pourquoi? Parce que si tu refuses, je balance tes combines aux flics. Pour rester dans les années 80 et en France, on pourrait aussi évoquer Les Ripoux. Les Ripoux de Claude Zidi. Complètement. Parce que c'est un vrai buddy movie avec un vieux commissaire. Inspecteur, c'est 2 inspecteurs. Voilà, Philippe Noiret, un vieux de la vieille qui connaît un peu toutes les combines, qui est un ripou, donc pourri en verlan, et qui va accueillir un jeune gars un peu frais et moulu de l'école de police et qui va comprendre un petit peu les rouages de la police et qui va devenir presque pire que son collègue. C'est assez drôle, c'est le Paris des années 80 qu'on aime. C'est surtout la peinture du 18e arrondissement, oui, tout pour à ceux fait, qui connaissent, ce quartier très cosmopolite de l'époque, qui est toujours un quartier cosmopolite aujourd'hui, hein, mais c'est la peinture du 18e arrondissement qui était chère à Claude Zidi, qui, voilà, ça fleure bon le Paris Nord des années 80. Moi, c'est un film que j'apprécie toujours autant, c'est un film que je trouve frais. Non, c'est super. Alors, par rapport au buddy movie américain, parce que là, Les Ripoux, je suis d'accord, c'en est un. Les 2 inspecteurs, au début, c'est pas qu'ils peuvent pas se piffrer, mais en tout cas, ils ont une vision de l'autorité qui est complètement différente, et petit à petit, l'un va se laisser corrompre par l'autre, et ils vont devenir très très potes, et tout ça. Mais par rapport au cinéma américain, où malgré tout l'intrigue policière
au bout d'un moment, toujours dans le dernier acte, prend le dessus finalement. Et là, dans le cinéma français, en fait, c'est toujours la comédie qui prend le dessus, même jusqu'au bout en fait. L'intrigue policière, que ce soit dans Les Ripoux ou dans les autres films du genre, elle est toujours. On peut citer Inspecteur la bavure aussi, où là, on est dans la comédie pure. En fait, nous, on a plus du mal à mélanger les genres. Il y a toujours un genre qui prend le dessus, et quand il y a de la comédie, c'est toujours la comédie qui prend le dessus. Et typiquement dans Les Ripoux, c'est exactement ça en fait. Ce qu'on retient des Ripoux, c'est toute la comédie en fait dans notre tête et dans la tête de la plupart des gens qui l'ont vu. Ça reste une comédie. L'aspect policier, finalement, l'intrigue policière. Quelque part, on s'en souvient quasiment pas, quoi. Bah, les intrigues sont jamais très très compliquées, hein. C'est pas c'est pas super approfondi. Mais même dans le cinéma américain, c'est toujours un classique. Ils sont toujours en train de rechercher un méchant et point barre. Ils collaborent pour trouver un méchant, mais ça prend toujours le dessus dans le dernier acte, en fait. La comédie disparaît petit à petit et les punchlines disparaissent. Enfin, elles restent un peu, mais elles disparaissent pour arriver à quelque chose de beaucoup plus sérieux où il faut vraiment résoudre l'enquête et il faut arrêter le méchant. Là, en France, on s'en fout un peu. Ça reste secondaire, il faut que ça soit de la comédie de A à Z. Donc Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, c'est... un classique du cinéma français. Tout à fait, qui a connu un gros succès, couvert de César aussi, qui a eu 2 suites derrière... quelques années après, quoi. Il y en a une en 90 qui est Ripoux contre Ripoux, qui est plutôt pas mal, qui est un peu dans la lignée, même si le film est moins bon parce que la surprise et l'antagonisme finalement qu'il y avait entre les deux n'existe plus finalement. Ils sont au même niveau, donc il y a plus ce côté buddy movie. C'est pas tellement un buddy movie, mais là c'est deux flics ensemble, 2 flics qui vont affronter 2 autres flics qui vont essayer de leur faire la misère. Et le troisième, par contre, il a été tourné 10 ans plus tard, 12 ans plus tard. Là, ils accueillent un 3e larron et c'est extrêmement raté. Le 3e larron qui a été joué par Laurent Deutsch et c'est un AV. Ripoux 3 est un AV, quoi. Ouais, c'est compliqué là. Le premier arrivé là-haut a gagné. Regarde pas en bas. J'ai perdu. Passe-toi le nez. T'avais tellement pour con, va. Mais tes mères, je m'en fous. Je veux pas crever du rhume d'un autre. Ça fait longtemps que vous faites équipe tous les deux ? 2 jours, c'est un coup de foudre. Je n'aime pas ton circuit touristique. T'es jamais contente. Et puis il faut citer quand même un film de Patrice Lecomte qui est mémorable pour le buddy movie, c'est Les Spécialistes. Un film avec Bernard Giraudot et Gérard Lanvin, mythique des années 80. Est-ce que vous l'avez revu, vous ? Moi, je le revois régulièrement, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Oui, c'est clairement un buddy movie. C'est le plus gros succès de Patrice Lecomte. Alors, il a fait beaucoup de films. Ouais. C'est son plus gros succès au box-office. C'était un film de commande. En même temps, c'était un moment où Patrice Lecomte voulait sortir des comédies, voulait faire un truc un peu plus... Enfin, se challenger un peu. Et c'est Christian Fechner qui lui a proposé de faire les Spécialistes. Et il s'en est très très bien sorti. C'est un film qui... Alors oui, il a une patte très années 80, la musique, la photo, tout ça. Mais c'est un film qui a pas vieilli dans le rythme, qui se laisse regarder. Les 2 acteurs sont super. L'opposition, plus la complicité des 2 acteurs, elle est très efficace. Les 2 acteurs ont su parfaitement le jouer. Et franchement, non, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que jusqu'au bout. Il y a une super course-poursuite dans les rues de Nice. Ouais. Il y a cette scène du casse qui est quand même encore efficace aujourd'hui. C'est peut-être le final qui est un peu plus décevant par rapport au reste, mais franchement, c'est un bon film, quoi. À mon souvenir, ouais. Enfin, ça faisait plaisir dans les années 80 de voir un film qui allait sur le terrain des Américains, qui offrait un spectacle à la française, avec en plus un truc éloigné de Paris, toujours les mêmes trucs et tout ça. Donc on exploite aussi le sud de la France aussi, c'est assez chouette. Et je sais pas, moi je trouve que ça a survécu aux années 80. Et toi Thib, tu t'en souviens un peu moi je l'ai pas revu, je l'ai dû le revoir il y a une quinzaine d'années. J'avais passé un très bon moment. Non, c'est un film que j'ai adoré, que j'avais vu au cinéma et que j'ai revu que j'ai quand même vu plusieurs fois. Non, c'est un super film que j'adore, voilà, avec des bonnes petites répliques quand même. Et puis voilà, une bonne poursuite de bagnole, de l'action, ça s'arrête jamais trop. Ouais. Ça s'arrête jamais trop, et puis j'adore les films de casse. Je parlais au tout début d'un film qui s'appelle La chaîne, qui lie Tony Curtis et Sidney Poitier dans un film d'action des années 60, tout ça. Et c'est un peu le même motif, hein, Les Spécialistes, pour souvenir. On va avoir Gérard Lanvin et Bernard Giraudot qui vont être menottés l'un et l'autre pendant un long moment dans le film. Et là où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir.
Exactement, exactement. Et quelques années après, un autre film dans les années 90 est sorti aussi sur le même créneau qui s'appelle Lien d'acier. C'est une petite série B sans prétention. Petite. Mais petite, exactement. Petite. Même avec le concours de l'armée, ton casse, il est impossible. C'est parce qu'il est impossible ce casse que je veux le faire. Eh ben fais-le tout seul. Alors sans forcément s'attarder sur tous les films, on n'arrivera pas à être exhaustif, mais on peut citer des films comme Nous ne sommes pas des anges de Neil Jordan. Bof. Avec c'était pas si mal. Avec De Niro et Sean Penn. Mais non, c'est pas bien. En plus, c'est un film moche, c'est un film triste. Non, c'est vrai qu'il est. Ah oui, c'est vrai que c'est triste. Ouais, c'est vrai. C'est triste. La photo est dégueulasse. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On peut aussi citer Jumeaux avec Schwarzenegger et Danny DeVito. Réalisé par Ivan Reitman. Avec la cuisine atomique. Est-ce que c'est un nanar, ça ? C'est-à-dire déjà, ça fait partie des buddy movies pour moi malgré tout. Et est-ce que c'est un nanar ? Écoute, je l'ai pas revu moi depuis des années. Je dirais que oui, mais... j'ai revu avec ma fille il y a quelques mois. Et écoute, on a pas passé un mauvais moment. Mais c'est pas interdit aux plus de 16 ans parce que en fait moi dans mes souvenirs c'était quand même très très con comme film. De toute façon les comédies avec Schwarzy en général. On a aussi un film qui s'appelle Dark Angel, réalisé par le réalisateur Craig R. Bexley, qui est un ancien cascadeur, avec Dolph Lundgren dans le rôle principal, qui affronte un extraterrestre. Moi, j'en garde un super souvenir, mais je l'ai pas revu pareil depuis au moins 25 ans. Alors, Max Non, c'est une série B fantastique que j'aime bien. Alors, son sidekick, l'acteur s'appelle Brian Benben, il a un drôle de nom, et c'était le héros d'une série que j'adore, et qui s'appelait Dream On. Quelle série ? Et non, le film est très très marqué à la fin des années 80. Enfin, c'est un peu ces films-là un peu avec des petits budgets machin, mais qui se laissent regarder sans prétention. Voilà, c'est rythmé, ça dure 1h20, on se fait pas chier, tout va bien. Bon, je vais parler quand même de Futur Immédiat, qui est quand même un polar avec un flic. Là encore, on est dans une variation du buddy movie où cette fois c'est pas un chien, mais c'est un alien. Voilà. En fait, merci. Non mais après le film est très bien, il se laisse regarder, il y a pas de problème. Mais encore une fois, on est dans les mêmes codes. Pareil, c'est un film qui est assez court, qui est assez rythmé. Avec James Caan, qui est super. C'est un film sympa. Non, c'est un bon film, Ensuite, une fois qu'on a terminé les années 80, on se retrouve dans les années 90. Les années 90, c'est quand même déjà après l'âge d'or des années 80. On est un peu tous les trois d'accord là-dessus. Il y a pas mal de buddy movies qui sortent au cinéma, qui sont plus ou moins mémorables. On va s'attarder sur quelques petits bijoux en fin de partie. Mais c'est moins riche. Il n'y a rien à faire, c'est beaucoup moins riche. C'est surtout qu'on commence déjà à être dans la redite et dans une espèce d'auto-parodie, de redite. Enfin là, on commence déjà à tourner en rond. Donc on peut citer par exemple La manière forte de John Badham avec Michael J. Fox et James Woods. Moi j'ai un bon souvenir quand même. J'en avais un bon souvenir. C'était pas terrible, mais c'était sympa. Il y avait c'était rigolo quand même. Bon après ils font un peu chacun leur film de leur côté. James Woods en brutasse et Michael J. Fox qui fait le comique de l'autre côté. Oh mais non, c'est pas bon. Il manque quelque chose pour que la sauce prenne, Comme un oiseau sur la branche de toujours John Badham avec Mel Gibson et Goldie Hawn. C'est mignon. Voilà, c'est ce que j'aime bien dans celui-là, même si le film là on est vraiment dans un classique et il y a rien de très nouveau, c'est que là pour le coup c'est un buddy movie avec un homme et une femme. Et ça on l'a quasiment pas vu, voire jamais dans les années 80, et pour le coup là c'était une vraie originalité. Après pour le reste le film en lui-même il est pas très, il y a rien de très nouveau et c'est gentil, ça se laisse regarder. Ensuite, on a aussi la relève de Clint Eastwood avec Clint Eastwood et Charlie Sheen. Alors moi, je suis assez fan du film. Ouais, c'était un sacré film, ça aussi. Moi, j'aime bien. Il y a des quelques problèmes de rythme dans ce film-là, mais il y a des scènes mémorables et au milieu, pour moi, en tout cas pour moi, il y a des creux. Mais en dehors de ça, il y a quand même des scènes, il y a quand même des scènes assez mémorables, et notamment une scène de viol absolument dingue et le final qui est dans l'aéroport qui est absolument dingue et une explosion d'un garage qui est complètement folle. Mais voilà, chouette, au milieu, après c'est un peu plus creux, quoi. Mais le duo fonctionne quand même super bien, parce qu'en plus c'est Clint Eastwood, je crois, qui avait pris un peu Charlie Sheen sous son aile parce qu'il avait des gros problèmes d'alcool et de drogue à cette période-là. Et du coup, en fait, on ressent vraiment ce côté paternel de Clint Eastwood. Ça fonctionne bien, j'aime bien. Ensuite, il y a aussi Les Armes Fatales 3 et 4 qui sortent dans les années 90.
Très bon, toi prendre, très bon. Moi, je trouve quand même qu'on descend d'un cran, on est vraiment dans la franche comédie, et je préfère largement les deux premiers, mais ça cesse regarder pour moi. Mais voilà. Non, mais c'est clair qu'on bascule plus vers la comédie, mais il y a une continuité malgré tout. Enfin, il y a une cohérence par rapport aux deux premiers. On est dans une rupture peut-être de ton, mais on n'est pas complètement dans une rupture globale. Et il y a quand même une efficacité des scènes d'action, notamment dans le 3, quand même, qui a beaucoup de scènes d'action qui sont très très fortes. Déjà l'intro et on s'en souvient tous, est démentiel avec cette explosion d'immeubles. Mais oui, il y a une rupture de ton, mais honnêtement. Enfin pour moi ça fait toujours le job et je sais que si je le revois, je le revois avec plaisir. Et le 4, c'est pareil, on change un peu de... Il y a un renouvellement, alors on reste dans un ton léger, quoique moins que dans le 3. Mais il y a une rupture sérieux quand même, il est plus sérieux, je le trouve un peu plus sérieux avec Jet Li qui est un peu plus violent, il rajoute un peu de peps quand même. Là c'est Chris Rock qui ramène le côté comédie dans celui-ci. Il y a comment dire, ils ont su, pour moi, se renouveler aussi au niveau de l'histoire, et même si on reste quand même dans une histoire classique, mais il y a quand même quelque chose qui fait que, pour moi, toute cette saga est extrêmement cohérente, même s'il y a, tu as raison de le dire, il y a quand même une rupture de ton à partir du troisième film. Le 3, on dirait vraiment une sorte de best-of des scènes qu'ils n'ont pas pu utiliser dans le L2 quand même. L2, tout à fait, il y a un peu de ça. Ah, mais ça marche, quoi. C'était bien, c'est pour ça qu'ils les ont mis. Alors dans les années 90 aussi, c'est le moment où naissent deux sagas. La saga d'abord de Bad Boys, 1, 2, puis après bien plus tard le 3. Excusez-moi. Réalisé par Michael Bay avec Will Smith et Martin Lawrence pour le premier, le deuxième et le troisième. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Alors personnellement, le premier, je le déteste. Je l'ai détesté en salle et je le déteste toujours aujourd'hui. C'est pareil. Voilà, j'ai trouvé ça d'une connerie absolue et l'humour balourd. L'humour balourd et le Martin Lawrence, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je ne le supporte pas. Après le 2, moi je l'aime bien, mais pas pour le duo, en fait, pas pour le côté buddy movie, mais pour le côté action où là, c'est un what the fuck total où le Michael Bay se lâche totalement. Ouais, alors, la vulgarité, on passe des caps de vulgarité. On est chez Michael Bay, là, on dépasse toutes les limites. Il a pas de limite là, l'ami B, et en fait, c'est ça qui me plaît. Et les scènes d'action sont quand même très très efficaces. Et puis le troisième, c'est pas Michael Bay qui l'a fait, mais voilà, je me suis arrêté au bout de 20 minutes parce que déjà, de voir les deux là, qui avec 20 ans de plus, complètement empâtés, et puis on sent qu'ils sont là pour palper. Voilà, au bout de 20 minutes, ça m'a calmé. J'ai pas regardé la suite. Je vais être très honnête avec vous. Donc, c'est difficile de le juger dans la globalité, mais j'en ai vu que 20 minutes. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, je suis hermétique à ce genre de truc, à même titre que ce genre de série comme Fast and Furious. Voilà. Et l'autre saga dont je voulais parler rapidement, c'est la saga Rush Hour, réalisée par Brett Ratner. Pas mieux. Avec Jackie Chan et Chris Tucker. Bon, si je préfère quand même Rush Hour, le premier Rush Hour au premier Bad Boys. Il y a pas de largement. Il y a pas photo. Que c'est plus fun quand même, et plus rigolo et plus regardable. Donc voilà. Mais après, j'ai pas vu les deux autres. Non. Bien sûr que c'est largement mieux. Et là, ça fonctionne bien, le truc entre Chris Tucker et Jackie Chan, ça fonctionne bien. Là, on est vraiment dans le buddy movie. Encore une fois, c'est très très classique. C'est du réchauffé. Mais ça fonctionne. À partir du 2, la surprise, elle y est plus, puisqu'ils se connaissent, ses compagnies, son copain, machin. Et le 2 n'a aucun intérêt, et le 3 encore moins. Enfin là, voilà, ça n'a aucun intérêt, c'est pas bon, c'est même chiant, parce que le 2 et le 3 sont ennuyeux, alors que le premier était plutôt fun. Et puis voilà, quoi. Ça sera arrêté au premier, c'était très bien, ça suffisait, quoi. Ce qui est symptomatique en général d'un sous-genre ou d'un genre qui s'essouffle, c'est les spoof movies, les parodies qui se réapproprient les codes. Et dans les années 90, il y a cette comédie-là, Alarme Fatale, qui reprend tous les codes du buddy movie, il s'en moque. C'est pas un très très bon film. Non, c'est pas il y a Samuel Jackson et Emilio Estevez dedans, et c'est pas très très drôle, mais quelque part l'arrivée des parodies force un peu les gens à essayer de se renouveler par la suite. C'est-à-dire on peut plus rester sur les mêmes bases, il va falloir essayer de pousser l'enveloppe plus loin, et on va dire que c'est la vertu de ce film-là, d'essayer de pousser un peu tout le monde, mais comme le film est pas très très bon, surtout quand on compare avec les Hot Shots et compagnie, ça a pas fait le job, quoi.
Qu'est-ce que c'est mauvais. D'ailleurs, honnêtement, à part, enfin, on est très peu à s'en souvenir de ce film, de ce Alarme Fatale. En plus, moi, je sais pas, je trouve que les body movies, dans l'ensemble, c'est souvent déjà des comédies, pas forcément des comédies, mais qui ont toujours un ton un petit peu comique, et de se moquer d'un truc qui est déjà un peu comique, ça mène pas à grand chose, quoi, de toute façon. Justement, dans le registre aussi purement comédie, on a aussi Stallone qui s'est essayé à la comédie de la même manière que Schwarzenegger, avec la comédie Arrête ou ma mère va tirer de Roger Spottiswoode. Roger Spottiswoode qui est le scénariste à la base de 48 heures et qui a fait Turner et Hooch. Après il a quand même fait des bons films, ouais. Ah, il a fait des bons films, ouais. Il a fait Randonnée pour un tueur, qui est avec Sidney Poitier et Tom Berenger, qui est plutôt bien. Hein. Bon, Arrête où ma mère va tirer, bon, voilà, Stallone doit coopter, on va dire, avec sa mère, tout ça. Bon, c'est nul. Là, c'est difficile, on va passer vite. C'est difficile. Il n'y a rien à sauver. Hein. Stallone et la comédie, ça marche pas. Ça marche pas. Et alors, quand il s'auto-parodie comme dans Tango et Cash, ça nous fait marrer. Mais le Tango et Cash, ça reste un buddy movie traditionnel dans la globalité avec de l'humour. Mais quand il va dans la comédie pure, et là, Arrête où ma mère va tirer, c'est typiquement le cas. C'est une catastrophe. Malheureusement, je vais pas relever le niveau avec le film d'après, puisque c'est un film de Aaron Norris avec Chuck Norris et qui fait équipe avec un chien, c'est Top Dog. Ouais, mais là, on n'est plus dans la série B, là, on a la série Z. Hein. Là, alors on prend un coup dans l'aile, mais bon, c'est un buddy movie qui reprend un peu la sauce de chien de flic dont on a parlé. Bon, de toute façon, Chuck Norris, c'est toujours un peu des buddy movies. Hein. Il fait équipe avec lui-même. Hein. Ah, voilà. Comme Jean-Claude Van Damme dans c'est ça, exactement. Voilà. Jean-Claude Van Damme qui joue avec lui-même dans Double Impact. Et voilà, est-ce que c'est un buddy movie ? En fait, je sais pas. En tout cas, c'est la quintessence de l'ego de Jean-Claude Van Damme, où il n'est capable de collaborer qu'avec lui-même. Et là, c'est carrément mis en scène. Au-delà du fait que Double Impact est peut-être l'un des pires Van Damme de l'époque. Thibaut, est-ce que tu veux nous parler de Aniki mon frère ? Non. Non, je veux pas en parler, mais je veux juste dire que c'est un super film parce que de toute façon moi j'adore Takeshi. C'est constructif ça. J'adore Takeshi Kitano, c'est un très très bon film. Avec alors c'est un body movie peut-être un peu particulier, mais c'est quand même, on est dans les codes avec donc ce yakuza qui arrive aux États-Unis pour faire équipe avec un gang américain, voilà, et donc il va falloir apprendre à travailler ensemble. Très bien. Ensuite, dans les griffes du Dragon Rouge, avec Brandon Lee et Dolph Lundgren, encore lui. Ouais. Un film de Mark Lester. Voilà. J'ai plus trop de souvenirs du film. C'est une bonne série B qui était bien pratique parce que très court et donc c'était bien pour les enregistrements sur les cassettes de 180 minutes. Mais, ça c'était parfait. Mais est-ce que c'était utile de le mettre sur une cassette déjà ? Parce que c'est quand même pas bon. C'est ça. Même, ça dure 1h15 en effet. Ouais. Je me souviens quand la bande-annonce passait sur les VHS à l'époque, ça nous annonçait un truc un peu dingue. Ouais. Et on se disait putain, le Brandon Lee et Dolph Lundgren, ça va. Là, les bandes-annonces c'était trop bien. Et puis quand on a vu le truc sur 1h15, très court quand même, 1h15, il se passe rien. Ouais. Et c'est nul. Quelle déception. Et voilà, après c'est poubelle. Et c'est de la merde. Pourtant Mark Lester, il avait fait Commando, avec Schwarzenegger, qui là, pour le coup, est complètement what the fuck, mais qu'est-ce que c'est bien. Ah, t'as Commando, c'est trop bon. Et il avait fait Classe 84, qui reste quand même un super film encore aujourd'hui, même s'il a vieilli, ça reste un super film. Après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. 2 mots d'ordre à cette mission. Sérénité, hein ? Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire ? Non. Ouais, tu vas venir voir quand même. Et efficacité. Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît ? C'est comme le port Salut. C'est marqué dessus. J'ai donc décidé de baptiser cette opération. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. L'opération... Zen. Et chez les Français, on a aussi
Taxi, la saga Taxi, qui est à la base aussi un buddy movie, qui reprend tous ces codes-là, réalisé par Gérard Pires, avec Sami Nasseri et Frédéric Diffenthal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi j'aime bien le 1, il y a le 2, il y a des petites choses encore sympas dans le 2, après je lâchais l'affaire. Ouais, j'aime bien le 1, ça faisait plaisir de voir un film français quand même un peu comme ça, un peu d'action, on est à Marseille, c'était chouette, il y a une belle photo, les acteurs sont sympas, c'était assez réussi. En fait, à l'époque de sa sortie, ça a amené un peu de fraîcheur dans le cinéma de divertissement. Et il y avait la BO d'Ayam aussi qui aidait pas mal. Le premier, il se laisse regarder. Honnêtement, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, le premier Taxi. Je pense que ça a pris quand même un coup de vieux. Mais voilà, en tout cas à l'époque, ça a amené un peu de fraîcheur dans le cinéma français, en tout cas dans le cinéma de divertissement français, ça a amené un peu de fraîcheur. Moi, j'étais sorti de là plutôt content, conscient que j'avais pas vu un grand film, mais que j'avais vu un divertissement tout à fait correct. Moi, par contre, le 2, on bascule déjà dans un humour extrêmement balourd. Alors la suite, et par contre le 5 de Gaston Bide, j'ai pas tenté. Je l'ai vu. Si alors... je l'ai vu, mes enfants ont voulu le voir, je l'ai vu. Tu l'as vu. Alors voilà, pour les années 90, on a cité tous ces films-là qui sont plus ou moins... Je crois qu'on peut clairement dire que les années 90 n'ont pas été aussi fructueuses que les années 80. C'est sûr. Mais il reste quand même des bijoux, des films incontournables. On va pas revenir sur Le Dernier Samaritain, qu'on a déjà développé sur un épisode complet. On pourrait citer aussi Une journée en enfer, Die Hard 3, qui est un pur buddy movie. Un chef-d'œuvre, parce que si Piège de cristal est le film d'action des années 80, moi je trouve que Une journée en enfer est le film d'action des années 90. Un chef-d'œuvre jusqu'à ses 10 dernières minutes. Ouais, malheureusement. Si ça n'enlève rien. Ouais, je sais. Ah, ça y est, on va se faire du mal. Même si ça n'enlève rien au reste du film qui est absolument génial. Brillant. Mais les 10 dernières minutes, putain, c'est frustrant. Ouais. Mais bon, tout le reste. Et Bruce Willis et Samuel Jackson, tous les deux, là, ils sont hallucinants. Et puis l'écriture, le parcours Simon Says, qui reprend un peu le principe qu'on voyait dans Dirty Harry, de l'inspecteur Harry, là, les coups de téléphone, hop, il faut aller dans une autre cabine pour répondre encore à un jeu et tout ça. C'est brillant, l'écriture, elle est géniale, Jeremy Irons, c'est tout bon. Et c'est pareil, c'est un couple qui s'entend pas au début et qui va apprendre à s'apprivoiser au fur et à mesure, et c'est vraiment chouette, quoi. Très très bien. Nous travaillons pour une agence gouvernementale clandestine à gros budget. On va s'en occuper. Qui vous envoie ? INS Division 6. Il n'y a pas de Division 6. Notre mission est de surveiller les activités extraterrestres sur la planète. Désormais, tu n'auras plus aucun signe distinctif. Tu ne fais plus partie du système. Nous sommes les Men in Black. Tu connais la différence entre toi et moi ? C'est que moi, j'ai la classe. Et enfin, un dernier buddy movie vraiment mémorable des années 90, qui a donné lieu à une saga lui aussi, c'est le Men in Black de Barry Sonnenfeld, avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Moi j'adore, moi je suis le premier, je suis complètement fan, je trouve le 2 pas terrible, et le 3 excellent. Voilà, mais bon, pour en revenir au premier qui était vraiment sorti dans les années 90, je trouvais que c'était une sorte de parodie de X-Files, en même temps c'était dans la surenchère de la technologie extraterrestre, de plein de gadgets, et j'adore les gadgets, et puis un super méchant joué par Vincent D'Onofrio qui est absolument exceptionnel. Comme toujours, à chaque fois qu'il est à l'image, il est trop bon, voilà, ça fait un bon méchant, un vrai méchant. Et ce qui est génial avec ce film, c'est qu'en plus, il est super court. Il a l'immense qualité de faire moins de 100 minutes, ce que devraient faire beaucoup de films d'aujourd'hui. Qui sont comme les films de Nolan, par exemple. Qu'ils ont raconté. Oh non, on va pas recommencer. Et toi, Max, Men in Black ?
Alors le premier, je l'aime bien parce que justement, on tournait tellement en rond dans ces années 90 que là, le fait de l'amener sur le terrain du fantastique, le buddy movie, ça a amené quelque chose. La complicité entre Will Smith et Tommy Lee Jones fonctionne bien. Ça a amené plein de codes, de nouveaux codes aussi. Enfin, ça a amené plein de scènes mythiques aussi. Enfin, il y avait quelque chose de nouveau. Après, pour moi, je le mettrais pas dans la case des bijoux. Personnellement, c'est pas un des films. Ça arrive pas à la hauteur de. Vous avez cité Une journée en enfer. On n'est pas dans la même. Une journée en enfer, le dernier Samaritain. Mais dans la. Mais bon, voilà, c'est quand même dans le haut du panier. Oui, surtout de ces années-là, oui, c'est du haut du panier. Après, il est pas dans la catégorie reine pour moi. Je le mets pas dans la catégorie reine. Mais ça reste un très bon film. Il y a les effets spéciaux aussi de Rick Baker. On l'a pas dit, mais c'est une adaptation aussi d'un comics à la base. Voilà, c'est un univers qui était déjà préexistant et qui se marie super bien avec la forme cinématographique. C'est vraiment un choix de film qui fout la patate. Will Smith est génial dedans. Moi j'aime bien Will Smith en fait. Non, mais il était encore bien là. Et Tommy Lee Jones aussi. Le contraste entre Will Smith et Tommy Lee Jones, c'est super. Man in Black. Il protège la Terre contre la racaille de l'univers. T'approches plus de cette poubelle qui te sert de véhicule et mets les mains sur la tête. Alors ça mérite au moins 9 pointés sur mon bizarroïdomètre. Et puis on bascule donc dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc on va citer pêle-mêle Bon Cop, Bad Cop. Ouais, c'est bien, moi j'aime bien. Faut avec les sous-titres, parce que sinon on comprend rien. Mais ouais, c'est un film canadien. On a aussi la comédie Top Cop de Kevin Smith avec Bruce Willis. Alors là, pour le coup, on est dans la redite de chez redite, mais là ça commence à suffire. On vient de se taper presque 10 ans de redite, à part les quelques exceptions dont on a parlé, mais là on est vraiment dans du réchauffé puissance 10 du buddy movie des années 80, sauf que là la sauce prend pas quoi. La sauce prend pas. Bruce Willis il est déjà en mode cache-teneur. Ensuite, dans les autres films, on a coup sur coup 2 adaptations de séries télé. Starsky et Hutch, réalisé par Todd Phillips, avec Ben Stiller et Owen Wilson. Déjà, c'est une adaptation, bref, c'est toujours compliqué les adaptations de séries télé. Ça a toujours été compliqué, mais celui-ci, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Mais bon, il y a un peu la patte Ben Stiller, mais pas inspiré. Il y a Owen Wilson, voilà, machin. Enfin, il y a rien qui fonctionne. Ben Wilson, mais Owen Wilson, mais pas inspiré non plus. Et l'autre série après Starsky et Hutch, qui a été adaptée au cinéma dans les mêmes années, en 2005, Shérif Fais-moi peur, avec Sean William Scott et Johnny Knoxville. Ouais, c'est mieux quand même, c'est un peu mieux. C'est pas génialissime, mais il y a quelques petits trucs. J'ai passé, je l'ai vu, voilà, bon, je l'ai regardé jusqu'au bout et voilà, bon, c'était sympa. C'était sympa celui-là. Moi, je dirais pas que c'est mieux, je dirais que c'est moins pire. Oui, voilà, si tu veux le dire comme ça marche aussi. Ensuite, on a aussi 21 et 22 Jump Street, les 2 films adaptés de la série télé. Ouais, pareil. Bon. En fait, il s'éloigne beaucoup de la série originale. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Et un autre film avec Johnny Knoxville qui est accompagné de Jackie Chan. C'est un film qui s'appelle La Filature de Renny Harlin. C'est une ressucée de Rush Hour sans grand intérêt. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Allez. Suivant. J'ai dit plus aucun civil sur le site. Merde, alors tu me dégages, monsieur. C'est moi qui ai signalé le meurtre ce matin. Ah, d'accord. Je suis sûr que t'es le meilleur flic de ta banlieue, mais ici c'est Paris. Cher ami, notre collaboration s'arrête ici. Ah, bonjour commissaire. J'ai toujours été pour la synergie des services. T'es un putain de lèche-cul en fait, toi. Et on termine par la France avec un film avec Omar Sy et Laurent Lafitte qui s'appelle De l'autre côté du périph'. Eh ben écoute, j'ai trouvé ça sympathique. Alors encore une fois, on reprend les codes. Là, il y a toute la dimension sociale parce qu'on est en France. Faut mettre une petite dimension sociale à tout ça, mais ça passe. Le duo fonctionne bien. Laurent Lafitte c'est quelqu'un que je trouve très bon acteur et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Omar Sy fait le job aussi. J'adore Omar Sy, ça reste un très bon acteur aussi. Ouais. Mais en tout cas là, voilà, c'est un film sans véritable prétention. C'est plutôt correctement réalisé. C'est un bon divertissement du samedi soir entre le flic qui vient de la banlieue et le blanc bourgeois qui vient du centre de Paris et qui doit dépasser le périph'. Et pour lui, il est en terre inconnue. Mais après le reste, ça joue vachement là-dessus d'ailleurs. Mais sinon, oui, ça se laisse regarder. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste du buddy movie ?
post-années 90 justement, pour synthétiser, pour faire une sorte de conclusion. Est-ce qu'il y a des films un peu saillants comme ça que vous voyez dans les années 2000-2010 qui reprendraient le flambeau? Moi j'en vois quelques-uns, mais... Ouais, il y en a quelques-uns, mais... Il y a quelques fulgurances en fait dans les années 2000-2010. Après, ça a été beaucoup des reprises, encore une fois, par des suites inutiles en fait de films des années 80-90. On a essayé de tirer encore sur un filon qui existait déjà, mais c'était raté. Et voilà, c'est des suites ou des remakes ou des machins complètement inutiles. À part 2-3 exceptions, il y a quasiment plus rien depuis 20 ans, quoi. Donc la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Mais oui, le buddy movie est un genre vraiment qui est ancré dans les années 80. Et alors c'est pas pour me déplaire, et je pense que c'est votre cas aussi. Hein, on est très attaché à cette décennie-là pour plein de raisons personnelles, mais c'est un genre qui, quand on voit encore, je me répète, quand on revoit ces films des années 80, moi personnellement je trouve que ça fonctionne toujours, mais après c'est vrai que c'est un genre qui n'a pas dépassé cette époque-là, quoi. Mais il y a quelques fulgurances, et moi je citerai le film anglais Hot Fuzz de Edgar Wright, qui est absolument génial, qui a un buddy movie. Là, il a su, Edgar Wright, il a su reprendre les codes, se les approprier et en faire un film complètement dingue, qui part dans le gore, qui a un côté parodique aussi, parce qu'il y a des vraies références au cinéma, à L'Arme Fatale, à Point Break. Enfin voilà, c'est un film de fan en fait, c'est un fan film, mais extrêmement réussi, extrêmement drôle. C'est vraiment très 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 bien Hot Fuzz. Oui, Hot Fuzz, il est idéal pour terminer l'émission, hein, d'ailleurs, parce que c'est celui qui synthétise tous les codes, mais propose aussi quelque chose d'autre s'amuse avec ces codes-là, réussit là où L'Arme Fatale a échoué, justement, hein, la parodie dont on a parlé là. Edgar Wright, c'est un véritable magicien. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui à chaque fois a récupéré, on sent que c'est un grand fan du cinéma populaire des années 80 et 90, en tout cas des années 80, et dans tous ses films, en fait, il a récupéré tous ces codes-là, il se les a appropriés, et à chaque fois, il a joué sur le film de bande, sur le buddy movie, sur ci, sur ça, et à chaque fois, on sent qu'il a une grosse culture, et il a toujours su bien s'en servir de cette culture-là, quoi. Hot Fuzz. Envoyez la musique. C'était trop mortel. Après, on en a parlé aussi. Il y a le film de Shane Black. Voilà. C'est The Nice Guy, mais on en avait parlé sur le dernier Samaritain. Après, voilà, ça fonctionne, mais on est quand même un cran qui est bien, qui est pas mal du tout. Mais bon, c'est bien, hein, ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est pas, c'est en dessous. Moi, je citerais bien Zootopie, qui est un véritable buddy movie entre un lapin et un renard, qui est vraiment hyper bien écrit, très bien construit, très bien rythmé et tout ça. Donc c'est un film d'animation, hein, de Disney, mais vraiment qui reprend ces codes-là avec deux personnages qui sont pas faits pour vivre ensemble, et ils doivent résoudre une enquête ensemble. Il y a des punchlines, il y a des trucs et tout ça. Pour moi, c'est un vrai buddy movie pour le coup. Et un film que j'adore. C'est pas faux. Moi j'adore, hein, mais je le voyais pas comme ça, mais c'est pas faux. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. Évidemment, on voulait vraiment parler des films des années 80 avant tout, mais en citant quand même tous les autres. On peut pas être évidemment exhaustif, il y en a plein d'autres qu'on a oubliés, mais on a n'hésitez pas à nous parler de ceux que vous avez vus, s'il y en a qu'on a oubliés et que vous avez... Ouais, n'hésitez pas sur Facebook ou Insta de nous... Le débat continue. Le débat continue un peu avec vous si vous voulez, bien sûr. Donc voilà, nous allons vous laisser pour une pause estivale, bien méritée pour nous tous. Après une bonne année de merde. Une bonne année de merde, ça c'est le cas de le dire. Nous vous disons à très bientôt pour de nouveaux express, débats et grands formats, et quelques petites surprises qui vont arriver pour la saison 2. Salut Max. Salut, à bientôt. Salut Thibaut. Salut Mickey, salut tout le monde, à bientôt. Et à ciao, bonsoir. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond, James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.